Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, quels sont leurs business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Advocate, j'ai le plaisir de recevoir Maître Romain Castelli. Romain est avocat associé au sein du cabinet Celsius Avocat. C'est un cabinet qu'il a cofondé avec son associé et qu'il développe depuis maintenant quelques années. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Romain Castelli. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à le diffuser. Et surtout, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Romain Castelli, je suis ravi que tu sois là dans nos locaux 89 rue Réaumur à Paris. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on a échangé déjà ensemble il y a un an et tu étais en train de créer ton cabinet d'avocat, en tout cas tu réfléchissais à sa création, tu étais dans la structuration et je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Salut Romain. Salut Valentin, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, comme tu dis, ça fait quelques temps qu'on se tourne autour et c'est un plaisir que dans les locaux d'Anomia et de pouvoir discuter. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors toi déjà, tu es avocat depuis 2010-2011 si je raconte pas de bêtises. Tu as fait un DJCE à Aix-Marseille, qui était encore un DJCE à l'époque ou pas? Parce que je sais qu'il y a eu des conflits internes. Il y a un petit débat, mais moi, ce que j'en regarde, c'est que c'est le DJCE d'origine. Ouais, exactement, c'est le DJCE d'origine et c'est un Master 2 qu'il ait le statut de DJCE ou qu'il ne l'ait pas, qui est hors pair. Parce que j'ai déjà rencontré d'autres avocats qui sont passés par là, notamment Baïlis Begley qui est chez Auguste de Bouzy, qui sont vraiment de haute facture, donc je sais que c'est un super master. Tu es ensuite arrivé à Paris, tu as bossé chez Pinsent Mazon, ensuite tu es allé chez SVZ et maintenant tu as créé ton cabinet d'avocat. Tu fais du M&A, tu es spécialisé en M&A, même si tu n'as pas le certificat de spécialisation, tu fais à titre exclusif du corpo M&A. Ma première question, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous êtes 2 associés au sein de ton cabinet. Est-ce qu'on peut faire du M&A à 2 personnes? Alors, on peut faire du M&A, du beau M&A à 2 personnes, parce que déjà, j'ai un super associé, Paul Tecklenburg, que j'ai rencontré chez SVZ. Et en fait, nous, on a une approche en binôme, c'est-à-dire qu'on va proposer aux clients d'avoir deux associés sur son dossier, donc on se répartit les tâches de façon intelligente. Donc on arrive à gérer des jolis process M&A en étant que 2 pour l'instant. Et sur les parties autres que le M&A, on travaille avec des avocats partenaires, ce qui nous permet d'avoir une équipe globale, pluridisciplinaire qui fonctionne bien pour l'instant. Très clair, mais donc ça veut dire que tu ne peux pas aller chercher tout type de deal, c'est-à-dire que les deals entre guillemets de cabinets d'audit, style se confile à KPMG, EY, etc., où on a besoin de beaucoup de mains, où il y a beaucoup de docs, etc., ceux-là vous les laissez de côté, ou vous les attaquez pas, et vous attaquez une autre typologie de dossier, ou je me trompe? Ouais, non mais t'as raison, en étant 2 associés, même expérimentés, on ne peut pas attaquer des deals qui nécessitent de faire des gros audits, qui nécessitent d'avoir, comme tu dis, des petites mains. Donc on attaque le secteur du venture qui permet d'avoir des jolis dossiers sans forcément avoir des équipes monstrueuses. Et le small, petit mid, où on peut toujours gérer des audits à taille raisonnable. Et après, sur la technicité, un SPA c'est un SPA, un pacte c'est un pacte, donc on arrive à s'en sortir sans trop de problèmes. Très clair. Donc du coup, sur le venture, donc tu t'adresses à des entreprises à fort potentiel technologique, celles qu'on appelle communément des startups, je suppose. Et sur le small ou le mid, tu es sur d'autres typologies d'entreprises ou ce sont les mêmes? Alors nous, on a une approche un peu originale, parce qu'en fait, on est spécialisé en M&A et private equity, ouais. Mais on n'a pas d'approche sectorielle pure. Donc en fait, on a une approche plutôt par catégorie de clients, et donc en fait, on va adresser des clients qui sont, la thèse, c'est des clients qui sont dans l'impact
ou qui ont un impact, qui sont des clients de la finance durable ou responsable. Donc en fait, on a un spectre assez large qui fait qu'on peut travailler pour une startup qui a impact, pour une startup qui n'est pas impact mais qui est Bicorp, donc la finance responsable, et pour une PME qui va être dans l'industrie mais qui va avoir une politique RSE assez poussée, qui va bien traiter ses salariés, qui va avoir une approche bienveillante. Ça, c'est vraiment la cible de clients de Celsius, en fait. C'est tout ce champ-là de société. Et on n'est pas axé que sur Startup Tech. On en fait évidemment parce que c'est un peu les clients de notre cercle, des gens de notre âge. Donc on en fait pas mal, mais on ne fait pas que ça et on ne cherche pas qu'à avoir des levées dans la tech, loin de là. On fait de la PME industrielle et des boîtes qui sont par exemple sous modèle coopératif, sans forcément que ce soit des startups qui vont scaler et être des futures licornes. Donc tu as quand même un positionnement qui n'est pas sectoriel en termes de secteur d'activité, mais qui est un positionnement à mission, où en gros tu n'accompagnes que des entreprises qui correspondent à ce que tu viens de décrire au préalable. Ouais, exactement. Alors ça serait mentir que de dire qu'on a que des clients dans ce secteur-là, parce qu'on est un jeune cabinet et on a une clientèle historique et on ne peut pas se permettre de refuser. On a besoin de bouffer, hein. Voilà, mais en tout cas c'est la direction qu'on prend, on communique dans cette direction-là et c'est en tout cas l'écosystème de l'impact parisien commence à nous identifier comme étant un cabinet spécialisé en opérations, mais pour certains types de clients. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit le cas? Comment tu as fait pour que ceux-ci puissent t'identifier comme étant un acteur qui va intervenir pour cette typologie d'entreprise? Alors déjà, on a essayé de faire une campagne de lancement très axée sur ça, en essayant de retranscrire les valeurs qu'on défend, Paul et moi en fait. C'est un positionnement qui est en fait avant tout personnel, qu'on a essayé de retranscrire dans le pro. Parce qu'on sait, avec Paul, voilà, on adore l'environnement, la nature, et en fait on s'est dit mais comment on peut faire pour concilier le M&A Private Equity, pas forcément les activités les plus responsables et durables qu'on peut faire. Comment on concilie ça avec nous en tant que personne. Et donc on s'est dit, on va essayer d'adresser ces clients-là en leur donnant une expertise qualitative à valeur ajoutée. Et pour l'instant, je touche du bois, ça marche bien. Ok, et concrètement, donc cette campagne de lancement, qu'est-ce que vous avez fait de façon opérationnelle? Vous avez fait des pubs dans le métro, vous avez fait des flyers, vous êtes passé à la radio. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lancer ce cabinet et qu'ensuite on arrive à vous identifier, que peut-être les incubateurs vous identifient dans le secteur, que certaines branches vous identifient? Qu'est-ce que vous avez mis comme plan en place dès le départ? Alors déjà, on s'est doté d'une raison d'être statutaire pour essayer de crédibiliser l'image qu'on voulait véhiculer. J'ai pu faire des interventions dans des colloques d'ordre d'experts comptables. Là, on est intervenu l'Impact Venture Summit de la Schema Business School, où Paul et moi, on a tenu des tables rondes sur le thème de l'impact, sur le financement des boîtes à impact, etc. etc. Donc, on essaie de participer à des événements qui sont un peu les événements phares pour la communauté à impact française. Donc une stratégie qui est assez scientifique quand même, parce que les colloques là où tu donnes de ta valeur ajoutée, c'est pas entre guillemets du bullshit LinkedIn, tu es vraiment là pour donner ta valeur. Ouais, exactement, il y a un gros travail en amont pour présenter quelque chose de qualitatif. Tu parles de LinkedIn, on voulait et on veut mettre en place une stratégie de com un peu plus chiadée sur LinkedIn, avec des articles précis pour viser tel ou tel type de client. Mais aujourd'hui, on n'a pas les ressources temporelles nécessaires pour le faire, donc ça reste une idée qu'on a. Mais on veut le faire, on veut arriver à mettre en place une communication fréquente sur les réseaux, fréquente et qualitative, sur les sujets qu'on veut développer. Mais pour l'instant, on privilégie le traitement des dossiers. Parce que quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu penses que ça prend combien de temps de faire ça? Parce que nous, on le fait au quotidien, de façon assez intense. Et je ne dis pas qu'on le fait toujours bien, mais en tout cas, on essaye de plutôt bien se débrouiller pour être identifié par nos cibles, que sont les avocats d'affaires. Tu penses que ça nous prend combien de temps aujourd'hui par jour de faire ça? Franchement, quand je vois votre fréquence de communication, je me dis qu'il doit y avoir une personne à plein temps qui fait ça.
Donc, beaucoup de temps. En fait, la réalité, c'est que chacun gère son propre LinkedIn et que ça nous prend 10 minutes tous les matins où on va ajouter des gens qui sont dans notre cible, où on met nos critères et en fait, on ajoute. Ça, c'est 10 minutes. Et derrière, en gros, on a un post qui sort par jour. Et donc là, oui, ça nous prend à peu près 30 minutes. On a 40 minutes de gestion LinkedIn quotidienne. Ce qui n'est pas énorme par rapport aux actions de développement. Je vois des avocats qui vont faire du BNI 2 heures par semaine. Je vois des avocats qui font énormément de choses, qui préparent des webinaires pendant des jours et des jours pour pouvoir le faire, etc. Et je me dis qu'il y aurait des choses à aller chercher à ce niveau-là. Mais passons, ok. Donc en gros, ça veut dire qu'avec 3 colloques, tu as été identifié par l'écosystème Impact et que grâce à ça, aujourd'hui, tu as gagné en crédibilité, on t'envoie des doses grâce à ça, ou tu as mené aussi d'autres actions dans la durée que ces 3 colloques? Non, ça c'est la partie immergée ou immergée Immergée de l'iceberg. En fait, ce qui ramène des dossiers dans ces thématiques-là, c'est que les clients ou notre réseau nous identifient comme des gens étant sincères sur ces thématiques. Et ça, c'est un énorme canal d'acquisition, en fait. C'est que le réseau sait qu'on fait ça de façon sincère et ça nous apporte de la crédibilité, en fait, naturellement. Et donc, on a des dossiers par ce canal-là qui est un peu informel. C'est-à-dire que les clients, ils vont comprendre qu'on a une démarche sincère et qu'on n'est pas dans du bullshit, et donc ils vont faire notre promo en fait auprès de leur réseau. Alors, il y a beaucoup de déchets, disons, ouais. Mais en tout cas, ça ruisselle et ça rayonne pas mal. Est-ce que, donc tu décris un peu un mécanisme de bouche à oreille, est-ce que vous organisez cette prescription ou est-ce que vous laissez ça, entre guillemets, se faire de façon sauvage? En d'autres termes, est-ce que tu expliques à tes clients auprès de quelle typologie d'entrepreneurs ou d'acteurs te recommander et pour quelle typologie d'opération? Ou en fait, s'il a été content de ta presta et qu'un jour il veut te recommander, il peut le faire? Alors ça, c'est marrant que tu dis ça, c'est un sujet qu'on a abordé cette semaine avec Paul. On disait, mais si tous les clients faisaient notre pub, il faudrait qu'on soit 50 pour traiter les dossiers. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que même nos meilleurs clients avec qui on a une relation quasiment amicale n'ont pas le réflexe en fait, de nous recommander. En fait. C'est quand même assez marginal l'effet recommandation. Donc on en a certains qui le font de façon automatique, c'est assez impressionnant. Enfin, ils vont vraiment y penser et nous recommander à leur réseau. Par contre, il y en a qui ont potentiellement un plus gros réseau et qui pourraient nous apporter beaucoup plus de clients, qui ne le font pas. Alors après, on ne demande pas, mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à les amener sur ce sujet pour peut-être faire un petit déclic et qu'ils disent « Ah en fait, ouais, Celsius, on pourrait les recommander. » Mais parce que ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas automatique. Hein. Mais c'est vrai, nous on a eu cette réflexion-là il y a à peu près 1 an ou un peu plus, en septembre 2020 je crois. En gros, Jérôme a commencé à mettre son nez dans la formation et surtout dans la recommandation post-formation. Et en fait, on faisait rien du tout. C'est-à-dire que de la même façon que ce que tu faisais, c'est-à-dire que les gens étaient contents et on imaginait que parce qu'ils avaient été contents, ils allaient nous recommander, parler de nous à tout le monde, etc. Certains l'ont fait, comme toi, quand tu dis, ils le font spontanément, etc. D'autres qui ont pris d'autres services chez Anomia, qui continuent de travailler avec nous aujourd'hui, ne nous recommandent pas parce qu'en fait, c'est pas dans leur ADN. Et ce qu'a mis en place Jérôme, et au début, j'étais pas du tout pour, je disais, mais ça marchera jamais, etc. C'est mort et enterré. C'est qu'en gros, à la fin de chaque formation, on met en place un espèce de questionnaire de satisfaction qui est composé de 4 étapes. On demande ce qu'ils ont pensé de nous, comment améliorer nos services, s'ils ont d'autres besoins pour qu'on puisse les combler ou les envoyer vers des gens qu'on sait être compétents pour les besoins qu'ils peuvent avoir. Et derrière, on leur demande de nous recommander 3 personnes qui connaissent et qui pourraient avoir besoin de cette formation. Et depuis qu'on a fait ça, chaque avocat qui vient sur une de nos formations nous apporte 1,8 avocats qui va s'inscrire sur une formation qui va suivre. C'est énorme. Et en fait, c'est juste ce questionnaire-là. Et j'ai aucun mérite, c'est vraiment Jérôme qui a fait tout le taf là-dessus. Mais franchement, c'est assez exceptionnel. C'est très malin. Et du coup, on le recommande beaucoup. On l'a mis en place aussi dans pas mal de cabinets d'avocats. Et ça fonctionne. Nous, on demande 3 recos. Donc, sur 10, on forme à peu près une trentaine d'avocats par mois.
On n'a jamais 90 personnes recommandées, on doit être aux alentours de 60-63 personnes recommandées. Et à chaque fois, on en a au moins 30% qui signent immédiatement. Et donc là, c'est vous qui faites la démarche de contacter le prospect que le client a identifié, mais c'est pas le client qui fait la mise en relation, lui. Alors, en fait, on fait un truc, c'est en gros, vu qu'il remplit son questionnaire, tu vois, on lui dit, ok, t'as rempli, tu nous as dit, bah voilà, il faut appeler Maître Romain Castelli, avocat chez Celsius Avocat, tiens son mail, son numéro de téléphone. Moi, je rappelle mon client, je dis ouais, allô, Mathieu, écoute, c'est super ce que tu as mis comme note, etc. Ouais, j'ai vu ça, on va améliorer, etc. Et au fait, tu m'as recommandé Romain Castelli, Maître X et Maître Y. Est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec eux? Parce que tu comprends, moi je les connais pas, sinon je vais les appeler comme ça, mais voilà, ce serait peut-être bien que tu le fasses. Et donc, en règle générale, les avocats le font. Ils nous introduisent par mail et donc, du coup, on est plus légitime à les contacter a posteriori. Ou on prend directement leur téléphone, on dit écoute, voilà, il y a Mathieu qui m'a filé ton numéro, Romain. Il vient de suivre la formation. Voilà, j'aimerais bien discuter avec toi de ton métier, tes objectifs, de ce que tu fais au quotidien. Et franchement, ça fonctionne super bien. Ok. Voilà. Donc, cadeau, on fait ça sur Google Forms, c'est gratos. C'est moche, mais c'est gratos et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ok, en termes de recos, vous avancez pas mal, ça vous permet d'être identifié sur le secteur. Aujourd'hui, comment vous faites pour dire je prends un dos ou je prends pas un dos? Comment vous faites pour qualifier vos dossiers? En vous disant ok, ça c'est un dossier qui est fait pour nous ou ça c'est pas un dossier qui est pour nous? Avant tout, il y a déjà, enfin, on prend que des dossiers qu'on sait faire en termes d'efficacité, de rentabilité. Donc on va éviter les dossiers qu'on pourrait faire mais qui vont nous consommer beaucoup de temps pour au final une rentabilité pas terrible. Donc on est vraiment corporate, M&A, private equity, plus on fait tout ce qui est fondation, fonds de dotation, donc système alternatif de détention du capital. Donc tout ce qui s'écarte de ça, on préfère le donner à des confrères qui le traitent très bien et puis qui vont pouvoir aussi nous recommander sur les sujets corporate M&A, parce que c'est un des autres canaux d'acquisition qui fonctionne pas mal, c'est échange entre confrères. Donc ouais, voilà, ça c'est l'approche, disons, rentabilité. Et ensuite, on essaie de choisir des clients qui sont dans la thèse du cabinet, donc impact, finance responsable et durable. Mais si on a un super feeling avec une PME qui fait des joints dans l'est de la France, on va dire ok aussi, parce que le concept de bienveillance est hyper important pour nous. Et si on sent que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est honnête et sincère, on va dire welcome chez Celsius. Ok, très clair. Ça me va parfaitement. En termes de qualification financière, comment vous faites pour dire ok go ou no go? Est-ce que tu arrives déjà maintenant à le sentir un petit peu? Parce que dans l'univers startup, on voit énormément de boîtes qui veulent aller chercher des avocats, des experts comptables, mais qui n'ont pas de cash. Ça, est-ce que tu arrives à les sentir? Est-ce que tu as des petits trucs et astuces pour sentir les clients que tu ne veux pas aujourd'hui? En fait, on va pouvoir faire des dossiers non rentables si la personne la personne en face, en fait, on sent qu'elle a un potentiel humain et économique. Donc on va pouvoir se dire, on va investir sur tel ou tel client parce qu'il est sympa et puis qu'on croit dans la boîte. En revanche, si la boîte n'a pas les ressources financières et qu'en plus le mec ou la nana est imbuvable, on va pas dire ok. Ok, très clair. Vous étiez chez SVZ avec Paul avant de créer le cabinet Celsius. Pourquoi vous vous êtes choisi? Qu'est-ce qui avait fait que tu te dis ok Paul, c'est mon gars entre guillemets, on va créer notre cabinet ensemble et on va s'associer? Alors ça s'est fait en deux temps. Premier temps, donc on a bossé ensemble sur des opérations pendant 4 ans et demi. Donc c'est un peu comme si on avait fait un service militaire de 4 ans et demi. Donc ça rapproche. Donc à l'issue de ces 4 ans et demi, on savait qu'on s'entendait parfaitement bien, qu'on bossait super bien ensemble. Et donc moi, j'ai démissionné pour monter Celsius. Et à un moment où Paul, il m'avait pas forcément formulé le souhait d'être de l'aventure Celsius, moi, j'avais pas non plus forcément été hyper clair. C'était autour d'une blague à 23h au cabinet. Et puis donc j'ai démissionné. Et puis quelques longues semaines, petits mois après,
on continue à se voir en fait à l'extérieur et puis j'ai affiné mes blagues pour qu'au final ils comprennent que j'étais vraiment intéressé par le fait que Paul soit associé du cabinet. Et donc ça s'est fait comme ça, quoi. Et ensuite Paul a fait le choix de démissionner et il a intégré le cabinet très rapidement après. Très clair. Donc en 2 temps, finalement, tu lui as montré que tu étais un mec sérieux, donc tu as démissionné, tu as créé le CAB, ensuite tu as continué tes vannes pour qu'il te rejoigne et tu as vraiment rejoint. Ouais, c'est une belle histoire. C'est ça. Ok, très clair. Donc vous partagez les mêmes valeurs, vous avez la même volonté, vous travaillez sur les mêmes spécialités. Ok, très clair. Tu avais peur quand tu as créé ton CAB? Ouais, j'avais peur, oui et non en fait. J'avais évidemment pas assez de clientèle pour me dire c'est bon, je vais faire la première année le chiffre d'affaires qui correspondait à ma rétro. C'était pas du tout le cas. Parce que tu étais dans quelle année chez SVZ? J'étais en 8e. Ok, donc toi tu étais en 150 000, entre 130 et 150? Ça c'est confidentiel. D'accord, je les chiffre, tant pis, je les donnerai plus tard. mais ouais, non, c'était une rétro très très cool. Et donc j'avais clairement pas le chiffre d'affaires qui compensait, mais je me suis dit, bon, avec 20% de mon temps libre alloué à ma clientèle perso, j'arrive à faire ça. Donc, et tu faisais combien de perso? Je faisais dans les 30 000. Ok. Voilà, donc c'est très cool quand t'as ta rétro qui tombe à côté, mais quand il faut monter un câble, voilà, c'est un peu juste, quoi. Mais bon, il y a eu une espèce d'effet appel d'air qui s'explique. Hein. C'est parce que tu as beaucoup plus de temps à consacrer à ton réseau, à tes clients, et donc c'est mécanique. Ça a bien marché de suite. Et donc la pression financière, ouais, je l'ai pas trop eu. Je l'ai pas trop eu. Puis en étant collaborateur, je sentais qu'il y avait un peu de traction quand même. Dès que j'appuyais un peu plus en développement, ça venait. Fallait pas que ça vienne trop parce qu'après tu travailles beaucoup trop. Mais voilà, je sentais que ça pouvait déclencher en fait. Et là, aujourd'hui, on est très content du développement. Hein. On ne fait pas des chiffres d'affaires colossaux, mais on est content. On est très content. Hein. Très clair. Et quand tu as réfléchi du coup à ton projet, etc., tu menais déjà des actions pour essayer d'un peu sentir le marché, essayer de voir aussi avec la clientèle d'SVZ que tu traitais en front, parce qu'en 8e année, il y a des clients que tu traites en front. Si tu suivrais, est-ce que tu as récupéré des clients derrière, ou en tout cas, sans les récupérer et les démarcher, est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi et qui sont venus avec toi? Non, moi j'étais pas dans une démarche, dans cette démarche-là de dire je vais essayer de cranter les clients que je traite depuis des années. En fait, j'avais pas mal de clients perso, mais perso Romain Castelli en fait. Ouais. En revanche, la crédibilité que j'ai pu acquérir en travaillant sur des beaux dossiers chez SVZ, c'était un super moyen de développer par la suite parce que j'avais un très bon réseau de personnes que j'avais rencontrées sur des deals. Et puis tu prends des cafés, tu fais des déj, et puis ça ruisselle. Et puis les clients perso étaient contents d'avoir quelqu'un qui avait fait ses gammes chez SVZ. Et donc en fait ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de... c'était vraiment ma clientèle, Romain Castelli, que j'avais pu créer depuis ma première année en fait. C'est quoi les événements forts depuis la création de ton cabinet d'avocat et au contraire les événements qui t'ont mis un petit peu de sueur? T'en as eu? Les événements forts, c'est que j'ai pu prendre 6 semaines de vacances. Donc ça, c'est quand même pas mal. Non, après, sur les événements plus pro, qu'est-ce que ça peut être Non, mais c'est vraiment le lancement officiel du cabinet avec le lancement du site, la com qui a vraiment bien buzzé. On a eu des super retours de prospects hyper haut placés. C'était vraiment un moment assez intense. Et puis en pire moment, franchement, il y en a pas encore. Il y en a pas encore. Touche du bois pour que ça continue. Il y en a pas encore.
Si, c'est quand il a fallu paramétrer les adresses email sans avoir de personne de l'IT, où on a dû s'improviser CTO, mais sinon, sinon ça va. Ouais, du coup, en termes de logiciels, vous vous êtes équipé un peu, vous avez pris des logiciels métiers pour gérer le cabinet, parce qu'on ne l'a pas dit au début du podcast, que j'ai décidé de changer les règles et que les avocats se présentaient plus et que c'est moi qui les présentais, mais tu as fait un IAE aussi, en gestion d'entreprise, si je ne me trompe pas. Ouais, gestion finance, corporate finance. Gestion corporate finance. Et du coup, est-ce que tu avais des restes de ce master-là, où tu t'es dit, ok, derrière, immédiatement, il faut que je travaille avec des documents financiers qui soient extrêmement fiables, avec des prévisionnels, et de ce fait, j'ai besoin de logiciels de facturation extrêmement précis et d'un ERP pour gérer un peu mon activité, ou pas du tout? Alors non, je suis pas dit, on s'est pas dit ça au départ. Donc on faisait à l'Excel, et puis en fait très vite, on s'est rendu compte que c'était un cauchemar en termes de perte de temps. Et donc là récemment, on a pris un petit ERP spécialisé pour les cabinets d'avocats, qui nous permet d'avoir une bonne vision du temps travaillé et non facturé, de la facturation, de ce qui a été encaissé. C'est assez bien, et puis on s'aperçoit que ça permet d'être beaucoup plus précis sur les temps et donc d'être plus rentable. Donc c'est un super investissement, franchement. Et ça, est-ce que vous en faites derrière des analyses en vous disant, ok, en fait, sur telle typologie de clientèle, je prends un exemple bidon, sur les sociétés entre 11 et 20 salariés qui font un tout petit peu plus de 1,5 million de chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on a un taux de write-off sur nos factures qui est de 20%. Alors que sur les sociétés de 50 personnes type PME à impact, là on est sur de la totale facturation avec des gens qui payent rubis sur ongle, etc. Est-ce que vous avez un suivi qui est un peu catégoriel ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, okay. Pour l'instant, c'est encore très, très basique. La seule tendance qu'on arrive à dégager, c'est que les PME industrielles payent plus rapidement que les startups. Les startups, elles sont peu dépendantes de leurs événements en levée de fonds. Donc souvent, on fait de la rétention de facturation et on facture presque la facturation d'une année au moment de la levée de fonds. Donc faut l'avoir en tête. Si on n'a que des startups, on peut avoir un gros BFR en fait. Donc c'est bien d'avoir un mix de clients, des clients qui payent très rapidement. Alors que les startups, faut être patient. Très clair. Donc vous avez finalement un ERP. C'est quoi le logiciel métier avocat que tu utilises? C'est Jarvis Legal. Ok, donc tu utilises Jarvis. Est-ce que tu as pris d'autres outils, des outils liés à la production potentiellement, ou des outils de communication, style pour faire du mailing, des newsletters, des choses comme ça, ou pas du tout? Non, mais on réfléchit à utiliser Hotspot pour... Usine à gaz. Ouais, ça a l'air costaud. Ouais. Ça a l'air costaud, mais on a un pote qui bosse chez eux, il nous a dit c'est la folie. Donc on va voir pour essayer d'automatiser un peu la partie mailing qui est assez chronophage, et qui est source d'erreur en plus. Donc ouais, on regarde Hotspot, sinon non, on reste assez basique au final. Ok, très clair. Aujourd'hui, vous êtes deux au sein du cabinet, deux associés. C'est quoi vos objectifs déjà? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs en disant ok, nous on a envie de créer je sais pas, un cabinet boutique sur ce secteur qui dépassera jamais 10 personnes et qui travaillera toujours sur l'impact? Est-ce qu'au contraire, vous dites on a envie de monter un cabinet de 50 personnes avec des agglomérations collatérales d'associés et d'équipes de collaborateurs pour se dédier à l'impact? Est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez faire? Et si oui, est-ce qu'elle est la même pour toi et pour Paul? Alors je pense qu'on a là une vision assez similaire avec Paul, c'est pour ça qu'on a monté le cabinet. Et la vision, elle est, on veut grossir, donc on ne veut pas rester à deux associés toute notre vie d'avocat. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut pas. Le but, c'est pas de faire un cabinet de 50 personnes. Par contre, un cabinet où on arrive à agglomérer des jolis spé en fiscalité, sociale, droit public. Ça, c'est vraiment une volonté qu'on a d'arriver à fédérer des gens autour de la cause Celsius, avec les collaborateurs qui vont avec. Là, avec Paul, on a pour objectif de développer et de prendre un collaborateur pour la fin d'année. Des stagiaires, enfin voilà, on veut créer passe ton message ici du coup, parce qu'apparemment en ce moment c'est compliqué de trouver des collabs, donc dis-nous un peu ce que tu recherches comme ça. Donc,
envoyez-nous des CV. Et il faut avoir un bilan carbone assez propre, donc faites attention avec l'avion sur le long trajet. Pourquoi Celsius Avocat? Alors Celsius Avocat, Celsius parce que ça renvoie à l'idée de température, là, de réchauffement climatique contre lequel il faut combattre. Puis d'un autre côté, vous êtes chaud. On est très chaud. On est très chaud. Et non, il y a la racine latine qu'on retrouve souvent dans le juridique. Et puis c'est la première lettre de Castelli, donc je me suis dit banco, et puis ça a plu à Paul, et donc Celsius. Ok, très clair. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de la prescription entre avocats que tu peux avoir. Est-ce que vous avez des réseaux qui sont déjà établis, ou c'est un peu des copains, où vous renvoyez mutuellement du taf, etc. Ou vous avez essayé d'organiser un peu les choses? Alors, c'est pas organisé contractuellement, c'est Ouais. dans les faits. Mais oui, on travaille toujours avec le même fiscaliste, en droit social, en droit public, donc on est assez fidèles et les gens le sont aussi. Ouais. Très clair. En termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, bien sûr c'est confidentiel, etc. Mais pour me donner un ordre d'idée, est-ce que tu as rattrapé aujourd'hui et même dépassé la rémunération que tu avais au préalable chez SVZ? Oui. Ouais, ouais. Non, très nettement, ouais. Très Ok. nettement, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu sens que vous avez une marche à franchir? Si oui, comment la passer? Bah, c'est en recrutant. Aujourd'hui, ce qui nous bloque le développement, c'est de ne pas avoir d'autres, des collaborateurs, un collaborateur ou une collaboratrice qui puisse nous soutenir et qu'on passe plus de temps à développer. Aujourd'hui, comme on ne veut pas lésiner sur la qualité, donc on a un volume de dossiers fini à traiter. Et la production, tout ce qui est tout le temps en production, c'est du temps qu'on passe pas en commercialisation. Et aujourd'hui, voilà, on passe trop de temps à produire, et donc il nous faut un peu plus de temps pour aller prospecter. Donc là, il y a un plafond mécanique. Que vous voyez qui arrive très prochainement? On y est là on y est. Ouais, D'accord. Ah ouais, du coup, le recrutement, il aurait dû être entamé il y a 4 mois. Ouais, c'est le problème du métier du conseil, c'est que peu de récurrence, peu de visibilité, donc de la frilosité. Ouais, je comprends. Mon associé, une fois de plus, je vais le saucer sur ce podcast, je pense que c'est le seul qui va écouter que je vais faire. Il me dit toujours un truc, deux trucs. Il me dit il faut toujours être en déséquilibre avant pour qu'on continue à avancer et aller chercher de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il me dit on doit toujours avoir un salarié et demi d'avance. Ouais. Pour que derrière, en fait, on puisse absorber le travail et qu'on ne soit pas, entre guillemets, obligé de ralentir notre croissance pour justement trouver des gens qui vont produire et casser un espèce de rythme. Et pour l'instant, je le suis. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, hein, mais je le suis. Et ça fonctionne plutôt bien de notre côté. Et du coup, tu vas aller chercher comment pour recruter? Parce qu'en ce moment, c'est quand même assez difficile, bien que vous ayez quand même des avantages concurrentiels intéressants, parce que l'impact et le sens que tu donnes aujourd'hui à ton métier par rapport à la typologie de clientèle avec lesquelles vous voulez bosser, qui traduit finalement qui vous êtes avec Paul, ça peut être extrêmement pertinent. Tu vas le mettre fortement en avant? Ouais, c'est clairement un élément qu'on va mettre en avant. Parce qu'on pourra évidemment pas proposer des rémunérations de grands cabinets. Ouais. Par contre, pour quelqu'un qui ne valorise pas que le financier, on a plein de choses à valoriser qui sont annexes. Donc, Comme quoi? comme la liberté sur la façon de travailler, travailler sur des dossiers hyper intéressants aux côtés des associés. Être impliqué sur le développement du cabinet. On a mis dans nos statuts une règle de répartition égale de la valeur entre les associés et les collaborateurs. Donc pareil, c'est des choses qui peuvent inciter à venir voir ce qui se passe chez Celsius. Ça veut dire quoi ça concrètement? Alors aujourd'hui, ça reste en principe relativement mou puisqu'on n'est que deux. Mais en gros, l'idée c'est de dire si le cabinet cartonne, Ouais. Et qu'on a payé nos collaborateurs leur rémunération fixe, l'écart, en fait, si nous, associés, on décide de se surrémunérer, on devra en faire profiter le collaborateur sur la base d'un ratio qui sera écrit.
je prends un exemple, un associé, il ne pourra pas gagner plus de 5 fois plus que son collaborateur. En fait, c'est des exemples où on veut éviter la frustration liée au fait qu'il y ait une mauvaise répartition de la valeur entre le collaborateur et l'associé. Un peu comme ce qui existe en entreprise sur les accords d'intéressement qu'on pourrait avoir pour les salariés ou des choses comme ça? Ouais, la même logique en fait. L'idée c'est de dire, pour qu'un cabinet ait peu de turnover soit pérenne, il faut que les gens soient bien en fait. Et donc il faut pas créer de frustration. Et ça c'est une des premières règles qu'on a dans nos statuts. Une des secondes c'est, on en a 4, donc il y a le principe de bienveillance mutuelle entre collaborateurs, associés et les autres parties prenantes. Que chacun fasse attention à son impact carbone dans sa vie au cabinet. Donc par exemple, privilégier le vélo, la marche à pied pour aller voir les clients ou en réunion. Et je peux te poser une question par rapport à ça. Concrètement, est-ce que vous allez mettre en place des actions concrètes pour le prouver? Je prends un exemple. Tu vois, aujourd'hui, nous on paye la moitié des passes Navigo, ou peut-être même la totalité, à nos salariés. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des substituts. Tu peux remplacer ça par un abonnement vélo, etc. Est-ce que vous ferez cette démarche-là? Ouais, très honnêtement, aujourd'hui, comme on est petit, on n'a pas encore structuré les choses, mais c'est clairement on va mettre en place des actions concrètes pour inciter les gens à se comporter correctement. Donc voilà, je reviens à ce principe de répartition de la valeur. Moi, de mes expériences et de ce que je comprends un peu du métier d'avocat, c'est que ce qui crée la pression et de la tension dans les cabinets, c'est que chacun a l'impression de repartir de zéro le 1er janvier en fait. Donc ça pousse à développer d'un côté, mais ça pousse aussi, ça met aussi les collaborateurs sous pression, les associés sous pression, et c'est des environnements qui sont pressurisés, les cabinets d'affaires parisiens. Et donc s'il y a un principe statutaire qui force un peu tout le monde à moins être gourmand sur les rémunérations d'associés. Je dis pas qu'il ne faut pas gagner sa vie, mais l'idée c'est de bien gagner sa vie évidemment. Mais s'il y a un principe qui permet de mesurer et de restreindre tout ça, ce qui veut dire que les cabinets seront plus solides financièrement, auront moins de pression, il y a des crises, Covid, tout ça. Et donc au final, les collaborateurs seront mieux, les associés seront moins pressurisés. Et puis on aura des cabinets qui seront plus stables, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a du turnover, c'est que les collaborateurs ils ont du mal à tenir dans un environnement pressurisé chaque année en fait. Enfin, ça c'est des belles paroles, après on verra si on arrive à les mettre en place, mais en tout cas on aimerait mettre un système en place qui permettrait de pallier à ces effets de bord du métier d'avocat d'affaires. Mais je pense que c'est une bonne chose. Déjà, en tout cas, vous avez au moins le mérite d'avoir rédigé les premières fondations de votre projet et vous allez dans la bonne direction. Parce que moi, j'ai du mal avec ces phrases-là, mais je sens que tu es sincère, donc c'est pour ça que je te le dis. On entend du bullshit de ouf. Quand on voit ça sur les cabinets d'avocats, on voit toujours la même chose. C'est précis, bienveillant, technique, disponible. Tous les cabinets disent la même chose. Il n'y en a aucun qui est capable de le prouver. Et je trouve que c'est une bonne chose ce que vous avez fait, c'est-à-dire que de pouvoir écrire à l'intérieur de vos statuts, ou en tout cas dans votre mission, ces 4 piliers, ces 4 règles, de pouvoir mettre en face de ça, par exemple sur l'impact carbone, je prends l'exemple des vélos, mais c'est un exemple pourri, il peut en avoir des centaines. Si vous mettez en place des actions concrètes, où derrière, en fait, vous n'avez même plus besoin de le dire, parce qu'en fait, vous le prouvez au quotidien, pour moi, vous avez gagné. C'est la principale difficulté, c'est d'arriver à crédibiliser tout ça pour que ça dépasse notre simple réseau qui sait qu'on est sincère dans la démarche. Mais on va y arriver. J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand on parlait de tes clients. En termes de modalités de facturation, vous fonctionnez comment? J'ai cru comprendre que tu fonctionnais au temps passé ou au taux horaire. Est-ce que vous mettez en place du forfait? Est-ce que vous mettez en place des facturations à la valeur ou pas du tout? Alors, en fait, on est sur des dossiers transactionnels purs, on va faire du forfait. Ok. Et ensuite, pour le suivi, c'est au temps passé. D'accord. Par contre, depuis peu, on a mis en place un système de double taux, parce qu'en fait, on s'est dit que c'était compliqué de facturer 1 heure de travail super technique sur une structuration complexe, versus 1 heure à faire... à organiser un closing DocuSign. Donc la valeur ajoutée, c'est pas la même. Donc en fait,
On a deux taux. On a un taux plein pot et on a un taux raboté qui reflète des tâches à valeur ajoutée plus faible. Donc ça, on l'a mis en place récemment. Donc un peu un taux administratif et un taux technique, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et quand vous faites du forfait, par exemple sur des transacts, c'est un forfait ferme, entre guillemets, ou c'est un forfait qui est renégocié de temps en temps? Non, normalement c'est ferme Ok. et oui, le problème de la renégociation, pour l'instant on l'a peu vécu, donc quelques fois on l'a vécu, c'est le client lui-même qui est venu demander à ce qu'il paye plus. Ok, bon, ça, Donc, c'est une bonne chose. parce que ça avait tellement dépassé que ça en devenait gênant. Ok, très clair. Et facturation à la valeur, pas du tout? Qu'est-ce que tu appelles C'est un peu le même système que les honoraires de résultat lors du contentieux, sauf que pour avoir des honoraires de résultat, il faut un résultat entre guillemets financier. La facturation à la valeur, elle s'opère entre guillemets sur les objectifs de ton client. Concrètement, tu as un client qui vient te voir et dit ok, mon objectif moi, c'est être perçu comme une entreprise à impact qui ne fait pas du greenwashing, et pour ça j'ai besoin de mettre des mécanismes juridiques derrière, par exemple je sais pas, la mission et d'autres choses, et mon seul et unique objectif c'est celui-ci. En gros, si tu atteins l'objectif et que tu mets en place des critères mesurables derrière, tu as droit à un honoraire surélevé. Et si tu n'atteins pas, tu as droit à un honoraire avec un write-off. Pareil, si tu as une économie par rapport à quelque chose, tu peux avoir une partie de l'économie. Si tu as un résultat positif, tu peux avoir une partie de ce résultat positif. Est-ce que vous mettez en place ce genre de choses pour avoir entre guillemets une facturation tactique à court terme et une facturation stratégique à long terme, ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Ouais. On n'y a pas pensé, mais donc par exemple, ça serait avoir un pourcentage du résultat d'un client. D'accord. Et ça, Ouais. les clients arrivent à accepter. Bah carrément, en fait, Ouais. pour moi c'est l'introduction du mandat d'intérêt commun entre l'avocat et son client. Imagine, d'ailleurs même pas imagine, c'est ce qu'on a fait, si elles nous écoutent, elles se reconnaîtront. On a été voir des avocats fiscalistes pour travailler avec mon associé sur l'optimisation de nos charges sociales et de notre imposition personnelle. Parce que en fait, j'ai pris des statuts de chez Fidal parce que je bossais chez Fidal, j'ai fait ça pour Anomia pour qu'on puisse toucher l'oseille, mais en réalité, j'ai pas réfléchi à ce qu'on faisait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se tape 80% de cotisation parce qu'on est président et directeur général assimilé salarié de SAS. On va les voir, etc. Elles nous ont proposé au départ un tarif qui nous allait pas du tout, qui était beaucoup trop cher pour nous. Et vu qu'elles sont passées par nos formations, elles nous ont dit ok, on fait un truc. En gros, on vous propose un forfait qui est à hauteur de X. Donc c'était la moitié de ce qu'elle nous proposait au départ. Mais par contre, on prend 10% de la réduction obtenue sur ce que vous auriez dû normalement payer sur les 3 prochaines années. D'accord. Et en réalité, elles ont gagné 2,5 fois plus que ce qu'on aurait dû leur donner à la base. Mais nous, on était super contents parce qu'en fait, on a mesuré notre risque initialement. On était là, quoi qu'il arrive, en fait, ça nous coûte 5 000 ou je sais plus combien c'était. Et derrière, en réalité, peu importe ce qu'on va leur payer, parce qu'en fait, c'est l'économie que nous, on aurait, quoi qu'il arrive, pas eu si elles n'avaient pas été là. Et donc, en fait, sous ce schéma-là, elles ont gagné beaucoup plus d'argent que sur ce qu'elles ont fait. Et derrière, ça, on l'a raconté à des avocats, ils disaient ouais, mais ça vous fait pas chier de leur payer plus parce qu'elles ont passé que 5 heures ou 6 heures dessus, etc. Je m'en fous. On peut passer 1 heure dessus ou 50 heures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est mon résultat. Je m'en fous du temps qui passe. Si Jean-Michel Darrois, il prend 5 minutes pour me débloquer une situation et qui me fait gagner 100 000 euros, ou que tu viens sur un dossier et que tu passes 10 heures et que tu me fais gagner 100 000 euros, vous avez le droit à la même chose. C'est clair. Non, mais... Pour nous, c'est vraiment une réflexion qu'on a et c'est vraiment des choses qu'on applique au quotidien aussi. Si je suis le seul à pouvoir te faire gagner, je sais pas, je connais une énorme boîte, je connais parfaitement, imagine, c'est pas vrai, hein, je connais parfaitement le secteur des ESG, des boîtes à impact, etc. Je sais que si je t'accompagne dans ton développement commercial, je vais pouvoir te faire cartonner ultra rapidement sur ton secteur d'activité. Plutôt que de te dire, ok, en fait, Romain, on va mettre en place une mission de conseil à 25 000, 30 000 euros. Tu vas me dire, écoute, Valentin, voilà, on vient de commencer notre activité, 25 000, 30 000, c'est beaucoup trop cher, je peux pas m'engager, etc. Je vais dire, ok, tu sais quoi, on fait un truc à 5 000 euros sur l'année. Et derrière, tout ce que tu as eu en termes d'ESG, etc., grâce aux actions commerciales qu'on a mis en place, on prend 10% de résultats sur l'intégralité de ce qu'on a fait. Alors là, tu me diras, la porte d'affaires, c'est pas autorisé, etc. On le maquillera autrement, mais en réalité, c'est des trucs qu'on peut faire. Et ça fonctionne ultra bien. Ça demande plus de temps. Ouais, bien sûr. Il faut vraiment faire des propals à plusieurs scénarios, mais ouais, non, mais je vois le truc. Ouais.
Et nous, on a des propals qui sont templétés pour ce genre de choses. Et ça se prête pas à toute situation. Et des fois, on ne propose pas, etc. Mais il y a des fois où ça se passe plutôt bien. Ok, bah, good to know. C'est cool, au moins tu repars avec des trucs, le questionnaire de reco, la réflexion sur la valorisation, la réflexion sur la catégorisation des clients. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à nous partager? Parce que je t'ai déjà pris pas mal de temps et je sais qu'on est vendredi et qu'on a autre chose à faire mutuellement derrière. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination de tes clients, à destination de tes anciens associés, tes collaborateurs, de Paul, de qui tu veux? C'est ta minute à toi. Ah, mais Paul, il sait tout le bien que je pense de lui, donc je vais passer sur Paul. Mais non, sinon je peux juste dire que j'ai eu des super collaborations qui m'ont permis de monter le cabinet. Donc aux collaborateurs, je dirais de bien choisir les cabinets où ils vont faire leurs armes et qu'il n'y a pas que le prestige qui compte et qu'il y a aussi la capacité à se construire pour pouvoir monter un cabinet plus tard. Donc voilà, de choisir ses collaborations, et moi j'ai eu la chance d'avoir des super collabs. Ouais. Romain, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que tu as passé un bon moment, parce que moi j'en ai vraiment passé un très très bon. Je reviendrai. Eh ben, avec grand plaisir. Je te souhaite le meilleur pour Celsius, à toi et à Paul, aux nouveaux collaborateurs qui va arriver à l'issue de ce podcast et aux centaines de lettres que tu vas recevoir. Le téléphone vibre. Exactement. On n'est pas en live. mais j'espère en tout cas que ce sera le cas. Je te souhaite une super bonne journée et un très bon week-end. Super, merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.